On va rencontrer maintenant Julien Lyon. Bienvenue Julien. On va parler d'entretien et d'équilibre des sols, l'entretien du sol, choisir le bon matériel avec vous. Vous êtes inspecteur contrôle pulvérisateur, machinisme à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Bienvenue Julien ici sur Millésime Bio. Présentez-nous les différents outils là ce matin sur cette nouvelle partie de la conférence. On vous écoute Julien. Oui, donc il existe donc une multitude d'outils avec un large panel d'options qu'on ne choisira ou pas pour s'adapter au contexte de l'exploitation, donc en particulier la topographie ou le type de sol. Donc il existe 4 types d'outils de manière générale. Donc le premier, le plus connu, c'est la décavaillonneuse, qui est le penchant du labour en grande culture. Donc ici on agit par retournement d'une bande de terre à une vitesse assez faible, entre 2 et 3,5 km/h en moyenne. Par contre, c'est l'outil qui présente la meilleure action sur plante développée et le désherbage le plus curatif et le plus durable. Par contre, il faudra faire attention au déplacement de terre dans l'interrang, notamment pour les passages ultérieurs avec le tracteur ou lorsqu'on est dans des rangs enherbés par rapport à l'outil de tonte. Ensuite, les outils rotatifs qui sont assez similaires. Par contre, ils n'agissent pas par retournement, mais plutôt par déplacement de terre. Donc l'action sera aussi très bonne, bonne sur plante développée, mais moins curatif sur la longueur. Par contre, ici, on peut avoir des problèmes liés à l'usure de l'outil ou à la présence de pierres, suivant les sols. Donc la lame bineuse, qui est le plus couramment utilisée. Donc ici, on agit par sectionnement de racines, pas de retournement de terre, à des vitesses plus élevées. Par contre, ici, il faut un minimum de vitesse, puisque le travail de cet outil est amélioré par le va-et-vient de la lame entrée-sortie. Donc voilà, c'est pour ça qu'à 2 km/h, avec ce genre d'outil, on ne fera pas du bon travail. Des herbages beaucoup moins curatifs et très dépendants de la météo. Par contre, c'est le plus polyvalent et il offre un bon débit de chantier. Ensuite, tout ce qui peut être disque buteur, hein, donc notamment avec les derniers comme ceux de la photo. Donc ici, on ne travaille pas sur le cavaillon, on travaille en bordure, donc ce qui permet des vitesses de travail plus élevées. Ici, on va agir par recouvrement des plantules si elles y sont sur le cavaillon. Le but, c'est de projeter de la terre sur ce cavaillon afin de créer une légère butte de terre et faciliter les travaux des passages ultérieurs. Donc très bon débit de chantier, réglage très simple. Ici, on vient juste régler l'inclinaison des disques et ajuster la vitesse en fonction. Bon, bien sûr, il y a quelques originaux. J'ai listé on va dire les deux les plus connus, la brosse nature à griffe, une brosse métallique animée hydrauliquement et les brosses Cress. Donc comment faire son choix d'intercept, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de choix. Donc dans l'ordre, pas forcément par ordre de priorité, il y a tout ce qui est pierrosité, présence ou pas de marche sur le cavaillon. À force de travailler l'interrang dans les vignes en dévers, on peut créer des fortes marches. La topographie, notamment le dévers, c'est très impactant par rapport au choix. Ou éventuellement la forme des ceps. Donc le premier critère à prendre en compte, c'est quand même le système d'effacement, parce qu'il existe des systèmes d'effacement avec ou sans palpeur. Donc le premier, le système sans palpeur, c'est le système le plus simple, peu coûteux et assez fiable. Par contre, attention au sol hétérogène, puisque vu qu'il n'y a pas de palpeur, la lame ici, sur cet exemple, elle va se déclencher au contact du cep. Donc si vous réglez sur une parcelle en démarrant sur des terres argileuses et que sur la fin de parcelle vous êtes sur des terres dans le même rang, sur des terres plutôt sableuses ou limoneuses, la différence de résistance du sol, c'est le cep qui va l'encaisser. Donc, Donc sur des sols hétérogènes, ici, ça sera compliqué de partir sur cette option.
Ensuite, vous avez tous les systèmes avec Palper. Donc Palper, c'est une tige en acier hein, avec un détecteur de souche. Les premiers, c'est tout ce qui est mécanique. Toujours pareil, peu coûteux, assez fiable. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est moins réactif. Et attention en soldure, puisque l'effacement ici dépend du contact, de la pression du palper mécanique sur le cep. Donc si on est sur un sol dur, on va régler la résistance plus fort et donc peut-être impacter plus fortement le cep. Ensuite, des palpeurs hydrauliques. Donc là, il existe une large gamme, hydraulique, électro-hydraulique, plusieurs systèmes. On n'a pas le temps de parler de tous les systèmes. Ils ont l'avantage d'être plus réactifs et plus précis. Par contre, bien sûr, plus onéreux et attention au réglage afin de ne pas blesser les souches. Les différentes options. Donc la première, le suivi au sol, ce qui est très important, notamment dans les dévers. Pour des raisons évidentes, puisque lorsqu'on travaille en dévers, l'outil a tendance à chasser et lorsqu'on est en dévers, il y a aussi des problèmes de niveau. Donc des capteurs peuvent régler ce problème. Tout ce qui est capteur angulaire sur palper ou capteur d'effort au niveau d'une bride. Donc ça sera plus sur des ensembles attelés sur l'arrière du tracteur ou bien des commandes manuelles, notamment sur des intercepts montés à l'avant du tracteur. Ensuite, tout ce qui est commande en camide. Donc là, c'est pour agir sur toutes les fonctions de l'outil directement sur un joystick en cabine, pour être réactif par rapport à toutes les déformations, par exemple, de sol. Toute une série de sécurité, hein, puisque même si on fait attention et qu'on est bien réglé, on peut accrocher, on peut faire des accrochages, notamment par rapport à certaines souches ou rochers. Donc des sécurités sont présentes, notamment soit mécaniques ou hydrauliques, afin de libérer l'outil et éviter la casse. Donc mécanique à base de ressort et hydraulique avec un pressostat réglable. Ensuite, tout ce qui est curecep. Donc c'est une pièce mobile qui vient compléter le travail de l'intercept. Donc ici, je vous ai mis deux exemples sur une lame et sur une décavaillonneuse. Donc pour schématiser un passage sans curecep, on va laisser une zone non travaillée autour du pied. Hein. C'est logique, c'est la zone de sécurité hein, qu'on laisse pour se laisser de la sécurité par rapport aux souches. Parce que le but, c'est vraiment de travailler le maximum, mais sans endommager le potentiel de la parcelle. Par contre, attention au goutte posé au sol, puisque le mouvement de va-et-vient de l'intercept va venir toucher à chaque fois le goutte à goutte et donc risque de casse. Donc le recentrage automatique. Donc le recentrage automatique, ça peut être très important, notamment encore dans les cas de dévers, pour plusieurs raisons. D'abord pour la casse par rapport au cep, puisque pour recroiser pour que les passages offrent un meilleur travail, on travaille sur 2 demi-rangs, donc on passe 2 fois pour faire le rang complet. Pour que le passage apporte un bon travail, il faut que les passages se recroisent. Donc il faut un recentrage efficace. Donc sur terrain plat, un bon chauffeur peut suffire, mais dans certaines conditions, un recentrage automatique est une aide non négligeable. Par contre, on peut prendre l'option sur chaque outil ou porte-cadre de l'exploitation. Bon, il existe aussi un porte-cadre, porte-intercept qui peut s'adapter sur tous les cadres de l'exploitation. Voilà, ça évite, si on a plusieurs outils, de le prendre à chaque fois. C'est une option à quelques milliers d'euros quand même. Ensuite, tout ce qui est centrale hydraulique. Donc là, c'est plus pour tout ce qui est outils rotatifs qui demandent un débit hydraulique conséquent. Et donc, tous les tracteurs ne sont pas capables de le fournir. Ou s'ils le fournissent, ça peut être au détriment d'une usure avancée, puisque le débit hydraulique d'un tracteur n'est pas extensible, ni sa capacité. Et donc, une centrale hydraulique apporte un confort supplémentaire. Tout ce qui est refroidisseur hydraulique, donc toujours pareil,
Tous les tracteurs ne sont pas équipés de refroidisseurs hydrauliques. Les réserves hydrauliques du tracteur étant assez faibles, sur des utilisations intensives, notamment en été, l'huile peut monter assez haut en température et endommager éventuellement le système hydraulique du tracteur, voire de certaines pièces de l'outil. Donc c'est une option, notamment lorsqu'on a un certain nombre de surfaces et qu'on l'utilise en période estivale, une option non négligeable. Différents montages qui peuvent apporter un plus par rapport à la conduite ou la topographie. Donc le premier, c'est le montage avant, qui s'adapte soit sur le porte-masse avant, soit sur le relevage avant. Donc l'avantage, c'est une excellente visibilité des deux outils en même temps. Donc ça, c'est des solutions qu'on retrouve souvent, bon, je parle pour mon département, mais sur des contextes avec fort dévers et forte pente, pour permettre de passer sur ces vignes compliquées. Par contre, attention aux rases, puisque quand même on a un outil sur l'avant assez long et pour sortir de la vigne, ça peut être compliqué. Le montage ventral, qui apporte le même confort et le même suivi de travail que l'avant. Par contre, ici, c'est l'adaptation des outils entre roues qui peut poser problème, puisqu'il faut faire un berceau pour pouvoir adapter les outils. Et donc, l'adaptation suivant le tracteur peut être délicate et coûteuse. Bon, bien sûr, le porte-outil arrière, qui est le plus commun. Bon, par contre, en fort dévers, ça peut être très limitant, voire limitant tout court. Donc, on n'a pas le temps de vous montrer le film de l'IFEV par rapport au réglage de tout ce qui est palper, garde et compagnie. Par contre, vous trouverez le lien sur le site de Millésime Bio. Voilà. Et à l'entrée, vous avez des fascicules de choisir ses outils Intercept. Donc, c'est une édition de fin d'année 2018 qui reviennent sur ce que vous avez développé ce matin là. Oui, voilà. D'accord. De manière plus précise, puisque là, je n'avais que 10 minutes, donc on a survolé un peu le sujet. Donc, ça a été fait par l'ACUMA Occitanie, le réseau Chambre et l'IFEV. Voilà, je vous remercie. À vous, Julien, juste un mot sur l'évolution du matériel qu'on a écouté il y a un instant. On voit que ce matériel évolue beaucoup aujourd'hui en 2018, 2019, ça évolue beaucoup. Vous êtes là, vous, les chambres d'agriculture, pour guider justement les vignerons et les viticulteurs, pour les aider à faire le bon choix? Oui, bon, vu qu'on a quand même, on dira, du temps et du personnel limité, c'est plus dans le cadre de formation ou de démonstration de matériel que l'on organise tout le long de l'année, afin de montrer tout le panel d'outils au maximum de viticulteurs, parce que c'est impossible de répondre individuellement à chaque demande. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire le plus d'actions collectives sur le terrain. Parce que acheter aussi ce genre de matériel, c'est un vrai investissement. Oui. Ben, c'est sûr que, par exemple, si on prend un outil toute option avec tous les capteurs possibles, on peut monter jusqu'à quasiment 30 000 euros. Après, dans tous les contextes, on n'a pas forcément besoin d'un outil à 30 000 euros, mais la moyenne, on est aux alentours de 10-12 000 euros. Donc oui, c'est pas un investissement qu'on peut faire sans prendre un minimum de précautions et sans s'être renseigné un minimum. Il faut se poser aussi des bonnes questions, vous le disiez, voilà, sur la qualité du terroir, sur la typicité du terroir, sur l'exposition du terroir. Ouais. Après, bon, vous le disiez en démarrage, mais ce qui est très important, c'est aussi de voir ceux qui pratiquent déjà, ses voisins, comment eux ils fonctionnent, parce qu'on parle d'intercept, mais il n'y a pas que l'intercept, il y a aussi le passage des cadres, qui est très important. Sur les contextes un peu particuliers, ce qui ressort souvent, c'est qu'ils ont essayé d'élargir les cadres afin de laisser la bande de cavaillon la plus fine possible. Et donc, parce que plus le cavaillon à travailler est large, plus le risque de casse et le travail est limité, on dira. Donc il y a tout un cheminement qui ne s'arrête pas qu'au choix de l'outil, quoi. Mais c'est bon de se renseigner, d'échanger. Voilà, et d'échanger, d'aller aux démonstrations de matériel et surtout d'aller voir sur son territoire qu'est-ce qui se fait. Parce que les gens qui pratiquent ont une vraie expérience et ont de bons conseils, notamment pour ne pas se tromper. Merci Julien Lyon.